Bonsoir Sylvana, Très heureuse de t'accueillir ce merci. soir pour cette conférence. Donc, de cœur à cœur avec le monde animal. Tu C'est es ça. extraordinaire sur ce. Enfin, tu es vraiment génial, hein. J'ai eu des échos de personnes qui avaient fait des stages avec toi. C'est une belle aventure. C'est Merci. voilà, de cœur à cœur et puis écouter avec le cœur, écouter avec son âme. Tu vas nous parler de ce merveilleux travail que tu fais. Et avec la communication animale, tu étais une des premières à mettre en place ces formations qui sont extraordinaires. Et voilà, tu es une incontournable, hein, de la Merci. communication animale. Voilà, je vais te laisser la parole et D'accord. je reviens tout à l'heure pour s'il y a des questions que je peux voilà, poser les questions pour les gens qui ont besoin d'en savoir un peu plus. Allez, D'accord. Moi, je vois apparaître les questions de toute façon. Donc, si on a, je ne suis pas une pro de l'informatique, mais je vais me débrouiller. Donc, bonsoir d'accord, à tous. d'accord. Ça fait bizarre de ne pas vous voir en photo. En fait, à chaque fois, Alors je voyais peut-être tout que le ça monde. serait bien de mettre vos visages. Ouais, si vous Je crois pouvez que activer la les caméra, ce serait caméras. sympa. Bon, c'est ok, c'est pas grave. Euh, Ah là, voilà, je vois Get Jones. Bonsoir. Bon, bah tant pis. Alors, j'ai l'impression de parler en fait avec moi-même sinon. Ah, je vois Loxy et Lolixu aussi. Bonsoir. C'est adorable, c'est des petits coucous comme ça, c'est super sympa. Alors peut-être que certaines personnes déjà présentes ont écouté certaines de mes conférences sur Facebook, sur YouTube ou autre, mais je vais reprendre dès le départ. Donc, je m'appelle Shaina Lebeau. Je communique avec les animaux depuis toute petite. Et en fait, je pensais que tout le monde le faisait jusqu'au jour où ben, j'ai compris que non et que la plupart des êtres humains se coupaient de la télépathie de plus en plus jeune et au profit bah, du cerveau gauche, qui est le cerveau de la rationalisation, qui permet de se poser des tas de questions, qui permet de fabriquer des ordinateurs, qui permet plein de choses, mais qui coupe en fait de tout ce qui est créativité, de tout ce qui est la nature, tout ce qui est bon, télépathie, etc. Et j'ai eu la bonne idée, quand j'étais petite, de dire aux personnes avec lesquelles je vivais, mais moi j'entends les animaux qui hurlent quand on les tue, j'entends un certain nombre de choses, et on m'a dit, écoute, maintenant, ce serait bien que tu arrêtes de nous raconter tout ça. Et donc, bah, la petite fille que j'étais a décidé de se taire et de ne plus parler aux humains et aux animaux. Donc, tout ça, ça a duré jusqu'à à peu près l'adolescence. Et après, bah, c'est revenu petit à petit. Et encore un peu plus tard, moi aussi, pour me conformer à ce qu'on attendait de moi, ben, je me suis laissée conditionner. Et un jour, j'ai mon père qui a eu une maladie neurologique grave et il a perdu la parole. Et en se regardant dans les yeux ce jour-là, c'était un samedi matin, ben, j'ai reçu des informations de lui. Alors, par télépathie, ça veut dire que j'ai reçu des images provenant de lui, j'ai reçu des informations de ressenti, j'ai ressenti des choses profondes. Et pour moi, ça m'a reconnecté instantanément et j'ai su que c'était par là, en fait, que je devais continuer à fonctionner. Et quand je dis à fonctionner, ça va beaucoup plus loin que l'échange d'informations par des pensées ou par des images. C'est également des échanges qui se font avec le cœur. Quand on a le cœur grand ouvert, la télépathie, elle se remet en place automatiquement. Quand on a des choses qui se passent autrement que par les mots, en fait, on arrive à un moment où on se comprend vraiment. On se comprend vraiment pourquoi? Parce qu'en télépathie, on est obligé de s'écouter, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi on ne peut pas faire autrement? Ben parce qu'en télépathie, on ne peut pas se couper la parole, si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas non plus ne pas écouter ce que dit l'autre. Alors, je prends un exemple. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et puis vous allez voir les lèvres de la personne en face de vous en train de bouger et puis vous, ben, vous êtes parti complètement ailleurs ou alors vous êtes en train de penser à ce que vous allez bien pouvoir répondre à cette personne. Et du coup, ben, vous n'écoutez pas ce que la personne vous dit.
Et par contre, à la fin, dès que la personne arrête de parler, ben, vous allez quand même dire quelque chose. Et votre interlocuteur va bien sûr se rendre compte que ben, ce que vous dites n'est pas en cohérence par rapport à ce qu'il vient de vous raconter. Et là, forcément, ben, il va se rendre compte que vous ne l'avez pas écouté. C'est comme ça tout le temps. C'est le quotidien de tous les êtres humains. C'est que ben, on fait les réponses avant d'avoir entendu la fin de la conversation et du coup, ben, après, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir pas mal de choses. En télépathie, étant donné qu'on échange des informations d'une autre manière, on ne peut pas arriver à ce genre de dispute puisque les choses sont claires, nettes et précises. Une fois qu'on a reçu les informations par télépathie, donc vous les recevez par des images, par nos 5 sens, par l'écoute, par le sentir, par le toucher également, et le 5e sens, j'en ai oublié un, là, j'ai dit le nez, le goût également. Et le 6e sens, qui est bien évidemment l'intuition et le ressenti. Quand vous recevez toutes ces informations, ben vous répondez de la même manière à l'animal. Du coup, lui reçoit l'information et si l'information n'est pas claire, l'animal va poser une question ou vous posez une question à l'animal et les choses sont hyper fluides. Ensuite, on les traduit dans un compte-rendu de communication animale avec des mots. Et là, on se comprend. C'est très fluide. La conversation est très, très fluide. Ça a l'air très simple comme je vous le rencontre, mais ça l'est réellement. C'est un échange d'âme à âme, ce qui n'a aucune connotation religieuse dans ce que je dis. C'est un échange d'essentiel à essentiel. Pour ça que je dis tout le temps, c'est un échange de cœur à cœur. C'est un échange qui n'a plus aucune autre possibilité de compréhension. Alors c'est vrai qu'au départ, quand les personnes viennent au stage pour se reconnecter à qui ils sont vraiment, pour pouvoir se reconnecter à la télépathie, au début, la difficulté, c'est je doute. Et l'être humain, pourquoi il doute? Il doute parce que pendant des décennies, à l'école, on a enseigné des connaissances, on a appris plein de choses, mais à aucun moment on a enseigné la confiance en soi et l'amour. Et du coup, l'être humain, quand on lui dit ben là, tu vas faire de la télépathie avec un animal parce que tu le décides et non pas parce que c'est spontané, ben là, l'être humain, il se met à douter. Alors que tous les jours, tous les êtres humains, sans exception, font de la télépathie. Je vous donne un exemple. Allô, chérie, j'allais t'appeler. Le téléphone sonne, chérie appelle. C'est de la télépathie. Tout le monde le fait avec ses enfants, avec ses parents, avec les proches en général. Mais ça peut être également, vous êtes dans un magasin et puis quelqu'un va vous passer une veste rouge parce que la personne a entendu par télépathie que c'est ce que vous recherchiez. Tout le monde le fait tous les jours, sans aucune exception. C'est juste le fait de dire c'est plus involontaire, je le rends volontaire, qui rend la tâche comme tout d'un coup comme quelque chose qui n'est plus naturel. Et c'est là où l'être humain a besoin de se reconnecter. Et c'est ce qu'on fait pendant la première journée du stage d'initiation. En fait, je vous reconnecte à la télépathie et ensuite, je vous fais faire des exercices pour savoir comment vous fonctionnez en mode télépathique. Alors, comment tout ça s'est arrivé? Donc, je vous parlais de mon père tout à l'heure. Et puis, un peu plus tard, donc moi, je faisais des communications avec des animaux. Je me suis également formée à la sophrologie, à l'hypnose, mais également à des techniques pour accompagner les êtres humains au niveau thérapeutique. Et puis ensuite à comportementaliste animal, médiation animale, etc. Et un jour, je me suis dit, maintenant, je dois le transmettre. Je dois le transmettre pour rendre l'être humain autonome dans cette pratique. Et pour le transmettre, écrire un stage et faire quelque chose aux personnes que vous ne savez pas comment vous faites, ça demande un peu de réflexion. Donc, ça a pris 1 an. Et pendant 1 an, j'ai observé comment moi je fonctionnais pour pouvoir dire aux êtres humains, en faisant ça, ça et ça, dans cet ordre-là, à la fin de la journée, vous allez pouvoir faire une première communication avec un animal. Donc, le premier stage a eu lieu il y a environ 7 ans. Et puis, à la fin de la journée, ça a marché. Donc, j'ai continué. Au fur et à mesure du temps, les êtres humains évoluent en permanence et du coup, le stage évolue lui aussi en permanence. La semaine dernière, on a fait un stage en région parisienne et 2 jours avant, j'ai encore fait évoluer des choses dans l'approche pour que les êtres humains qui évoluent très très vite se sortent. Oh là, il y a des bruits. Vous avez entendu? Vous avez entendu le bruit qui vient d'arriver? Non? Ok, c'est que dans mon ordinateur.
C'est des messages qui doivent arriver, ça fait des sons qui résonnent dans l'écouteur. Et donc, pour que les êtres humains arrivent à se reconnecter, et de plus en plus facilement. Et je reprends l'exemple du week-end dernier, hein, on était une vingtaine, il y avait également des enfants. Et à la fin de la journée, tout le monde s'est connecté à des degrés différents. Ça veut dire que des personnes ont eu plein d'informations tout de suite, d'autres un peu moins. Et le lendemain, tout le monde en a un peu plus. Et le surlendemain, où on fait de la communication avec des animaux en présence, on a de plus en plus d'informations. En fait, la télépathie, une fois qu'on est rebranché, c'est fait, c'est OK. Après, on pratique. Et plus on pratique, et plus on a d'informations. Et c'est comme ça pour tout le monde, sans exception. L'état naturel de l'être humain quand il vient au monde, c'est la télépathie. C'est pas de parler avec des mots, puisque quand on vient au monde, on n'a pas les mots, on n'a pas la conversation. Et on a la télépathie. C'est comme ça que maman, elle sait, en dehors des cris, qu'un bébé a faim. Parce qu'il n'est pas obligé de crier. Alors au bout d'un moment, comme la maman n'est pas connectée à la télépathie du bébé, forcément, il se met à crier. Et c'est comme nos animaux. Si vous voyez un chat qui miaoute, en vous regardant, si vous avez des animaux à la maison, votre chat, il vous regarde, il miaoute. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner des croquettes, vous allez lui ouvrir la porte, puis le chat, il continue à miaouter. Oui, parce qu'en fait, ça fait, depuis que vous l'avez, donc depuis quelques mois après sa naissance, et pendant des années, le chat, il essaye de vous dire quelque chose, mais en le regardant, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que vous basez sur ce que vous voyez, sur ce que vous pensez comprendre, et non pas sur ce qu'il a à l'intérieur. La télépathie nous permet de comprendre, mais parfaitement, tout ce que l'animal dit et tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et évidemment, ça change tout. Pour eux, régulièrement, quand on est en communication avec eux, ils nous disent « mais merci, 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 enfin quelqu'un qui comprend ce que je dis ». Et parfois, ils nous disent « mais c'est une blague là, mais comment tu fais? Tu peux expliquer à mon humain comment tu fais parce que j'aimerais bien qu'il sache le faire ». Et oui, c'est complètement magique pour eux parce que pour la première fois, ils vont pouvoir exprimer des choses profondes. Alors, ils vont nous parler de quoi? Des petites choses de la vie, bien sûr, mais ils vont nous parler aussi de nous, les êtres humains qui les accompagnons. Et ça peut aller très loin. Mais pourquoi ils nous parlent de tout ça? Parce que ce sont des messagers pour nous. Ils nous donnent des messages à longueur de temps, à longueur d'année, pour nous faire avancer nous aussi dans la vie et pour nous enseigner quelle direction prendre à un moment donné. Je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en communication avec un chat et le chat m'explique que son humaine a une relation avec un homme qui s'appelle… il fait super chaud en fait, je ne sais pas vous, mais alors ici j'ai la fenêtre grande ouverte, mais il fait super chaud. Et que cette relation avec cet homme n'est pas OK pour elle. Et donc, j'en discute un petit peu avec le chat et j'en parle à l'humaine. Et l'humaine me dit, de toute façon, je ne vois plus cette personne, donc vous pouvez lui dire que ma relation est terminée. Donc, je le dis au chat et il me dit, mais pas du tout. Elle l'a revu il n'y a pas très longtemps et elle continue à le voir. Donc, je retourne vers l'humaine et je lui dis, voilà ce que me dit votre chat. Et elle me répond, effectivement, je l'ai revu la semaine dernière, mais il n'est pas venu à la maison. Comment? Il n'est pas venu à la maison et vous pensez que votre chat, il ne le sait pas. L'animal, il est connecté en permanence avec nous. Donc, on ne peut pas lui dire, croire qu'il ne sait pas des choses que l'on fait sous prétexte qu'il n'a pas vu. Lui, il n'a pas besoin de voir pour savoir ce que l'on fait. Il est connecté avec nous en permanence. Et comme il est connecté avec nous en permanence, ça veut dire que dans une famille, il va aimer tous les membres de la famille. Et puis là, il va aller plus loin. Et l'animal va nous expliquer qu'il est en mission avec une des personnes de la famille. C'est pas forcément celle avec laquelle, c'est pas forcément l'humain avec lequel il va être a priori de nos yeux le plus proche. Ça peut être celui avec lequel il n'y a pas trop de câlins, a priori en voyant, il n'y a pas trop d'interaction. Et pourtant, c'est avec celui-là qu'il est en mission. Et avec l'autre à qui il fait des câlins, en fait, il va se recharger. Et il va nous expliquer quelle est sa mission. Et sa mission, elle est multiple et variée. Ça peut être une mission, par exemple, juste d'accompagner, par exemple, une personne âgée.
Ça peut être une mission de fun, d'amener de la joie dans la famille. Ça, c'est des animaux qui vont faire les idiots toute la journée. Je bois un petit coup parce que de parler comme ça. Ça peut être une mission en lien avec l'être humain. Donc, il va nous expliquer, par exemple, s'il est en mission avec un jeune ou avec un enfant, qu'il est là pour le faire évoluer, pour lui apporter des réponses, etc., etc. Il y a des trucs qui se passent. La caméra ne s'affiche pas. Ok, ça, c'est pas très grave. Okay. Tout va bien chez nous, hein. On te voit. Oui, bah, moi aussi. Et très régulièrement, les animaux vont décider de prendre une partie d'une maladie ou la totalité. C'est leur choix, donc ce n'est pas la peine de culpabiliser. C'est eux qui décident et on ne peut pas leur dire de ne pas le faire. Ils font ça pourquoi? Pour soulager leur être humain par rapport à ses besoins propres. Et alors ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est pour interpeller son être humain par rapport à la maladie qu'il a en partie ou qu'il aurait pu avoir. Puisque les maladies ont une origine et que dans la nature, les animaux ne vont jamais développer de cancer, de maladies neurologiques. Ce type de maladies, ce sont des maladies purement humaines et qui ne peuvent avoir uniquement quand ce sont des animaux domestiques. Et si l'être humain, en fait, on fait le rapprochement entre la maladie de l'animal et la maladie de l'être humain, et là, l'animal va nous expliquer pourquoi il a pris cette maladie et ce qu'il suggère à son être humain de mettre en place pour pouvoir régler la problématique par rapport à cette maladie. Alors, je sais que ça peut être très culpabilisant lorsque je dis ça, puisque souvent, il y a des personnes qui ont des animaux qui sont partis, qui sont décédés suite à des maladies de ce type. En fait, je pense que quand on a des animaux depuis toujours, on a tous vécu ce genre de choses et que si on règle la cause de la maladie, l'animal suivant va pouvoir ne plus avoir ce type de maladie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire comprendre à l'animal de ne pas continuer, en tout cas pour les animaux suivants, à avoir la même maladie. Et comment on fait? C'est uniquement en s'accompagnant, nous, en tant qu'êtres humains, en écoutant nos véritables besoins et, dans certains cas, en faisant un travail sur nous. Et c'est vrai que régulièrement, dans les communications avec les animaux, quand ils parlent de nous, ils nous suggèrent de faire un travail sur nous pour pouvoir continuer notre évolution et pour pouvoir les soulager, eux, dans leur mission quotidienne. Donc, je vous ai donné quelques exemples de missions. En dehors de ça, les animaux, quand on communique avec eux, on va ressentir ce qu'eux ressentent tout le temps pour nous, c'est-à-dire de l'amour sans aucune condition. Quand je parle de cet amour sans aucune condition, ça veut dire que c'est un amour que l'être humain, quand on décide de le ressentir, on ne peut pas spontanément comme ça le ressentir parce que ça demande de se mettre dans un état particulier. Et l'être humain, avec toutes nos souffrances et toutes nos carapaces, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et pendant la première journée du stage, vous faites un exercice où vous ressentez des émotions et cet état d'être qui est l'amour tout court et qui va jusqu'à l'amour inconditionnel. Quand on ressent ça des animaux, quand on est en télépathie avec eux, dans les 3/4 du temps, on va avoir des émotions tellement fortes qu'on va avoir des larmes qui vont couler. Parce que cet amour, c'est une puissance qui nous touche tellement profondément le cœur qu'on est profondément ému. Quand on communique avec eux, on est ému quand on ressent cet amour et on est ému parce qu'ils sont magiques en fait. Ils nous transmettent des informations, même pas de tout ce qu'ils peuvent nous transmettre. Et je voudrais vraiment apporter une précision par rapport à ça. Les animaux ne sont pas supérieurs aux êtres humains. Ils sont dans la famille avec nous. C'est pour ça que vous avez remarqué depuis tout à l'heure que je ne parle pas de maître, je parle d'humain. Parce que quand on se positionne en tant que maître d'un animal, ce qui est dans le langage courant, on va se positionner dans le pouvoir et dans la pyramide. Et on va mettre l'être humain tout en haut. Quand on est dans la nature, on raisonne en cercle. Et dans le cercle, il y a des humains, il y a des animaux. Et on raisonne en famille uniquement. Chacun dans la famille peut avoir sa place, dont les animaux. Tous les animaux de la famille, quels qu'ils soient,
ont une place différente, qui nous expriment, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, qui nous expliquent plutôt quand on communique avec eux. Avant de leur poser des questions, quand on fait des séances de communication animale, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire spontanément. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'exprimer tout ce qu'ils ne disent pas depuis si longtemps. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un soulagement pour eux de s'exprimer la première fois, mais d'exprimer la totalité de ce qu'ils ont besoin de dire. Et cette première partie qui est spontanée, elle peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça peut durer 30 minutes, ça dépend des cas. Et pendant tout ce temps, nous, on va être simplement le traducteur de tout ce qu'ils disent et on écrit, on les interrompt pas. Et à la fin de cette période, l'être humain qui est soit au téléphone, soit en présence, va pouvoir poser toutes les questions qu'il veut poser. Et une des premières questions que les êtres humains nous posent, c'est: vous pouvez lui demander s'il m'aime? Et je n'ai jamais eu de réponse négative, évidemment. Quoi qu'on fasse, l'animal va nous aimer. Quoi qu'on fasse. Pourquoi? Parce que les animaux, ils sont zéro jugement. Ils ne savent même pas ce que c'est que de juger. Et ils ont des qualités spontanées. Et les qualités spontanées, c'est quoi? C'est d'aimer. C'est la compassion. C'est l'empathie. Tout ça, ça se fait sans réfléchir pour eux. Et pourquoi tout ça, ça se fait sans réfléchir? C'est naturel, parce qu'en fait, ils n'ont pas ce que nous, on a et qui nous fait nous poser des millions de questions. Alors, j'appelle ça le mental, parce que je résume sous un mot cette partie de l'être humain qui fait qu'en quelques secondes, il est capable de faire sa liste de courses à Carrefour, de penser à ce qu'il va faire dans 5 ans, et puis de se reprocher tout ce qu'il a fait l'année dernière et l'année d'avant et l'année d'avant. Les animaux, eux, vivent uniquement le moment présent. Ils vivent le moment présent. Donc, ils sont là, ils nous parlent de maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un passé et qu'ils ne vont pas nous en parler. Ça veut dire qu'ils vont nous en parler uniquement si ça apporte quelque chose au moment présent de l'être humain. Ça veut dire que même s'ils ont eu des premières années de leur vie qui ont été difficiles, ils ne vont pas se plaindre. Ils ne vont pas nous raconter pour nous raconter. Ils vont nous en parler si ça apporte quelque chose à la vie de l'être humain aujourd'hui. Quant au futur, ils vont nous dire ok, on peut faire des projets et faire des projets ensemble, mais si ça reste quelque chose de cohérent. Quand ils disent cohérent, ça veut dire qu'ils vont nous dire ça c'est ok, tu peux le faire, c'est une bonne idée. Par exemple, tu peux te lancer dans un nouveau job, etc. Parce que eux savent que ce que l'on fait aujourd'hui, ça ne nous épanouit pas. Par contre, si on est très bien aujourd'hui et qu'on se pose des questions sur autre chose, ils vont dire non, change pas, tout est ok, donc continue. Ils vont nous donner ce type de réponse. Alors, je sais que ça peut surprendre. En fait, les conversations qu'on a avec les animaux, c'est aussi profond et aussi intelligent, j'ai envie de dire, qu'une conversation entre deux êtres humains. La seule chose, c'est qu'ils ne vont pas nous donner des conseils en fonction de leurs problématiques à eux, mais ils vont nous conseiller uniquement par rapport à nous. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis dit, ce serait sympa de former aussi, en plus des stages d'initiation, de former des communicateurs animaliers professionnels ou pourquoi pas des personnes qui veulent aller plus loin que le stage d'initiation. Le stage d'initiation, une fois qu'on l'a fait, il n'y a pas de niveau à faire. Il n'y a plus rien à apprendre une fois qu'on a été initié. Il y a juste à pratiquer. Donc pour ça, après le stage d'initiation, je propose des journées de pratique où on va avoir des animaux et toutes les personnes qui ont été initiées nous rejoignent partout en France ou ailleurs pour pouvoir aller plus loin. Et après, je me suis dit, si on veut aller plus loin encore, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis rendu compte, en m'observant, toujours pareil, au quotidien dans les séances, je me suis dit, c'est super important d'avoir fait un travail sur soi qui permette de ne pas mettre dans la communication sa propre problématique. Donc du coup, est né un stage qui s'appelle Éveil de soi, qui dure 6 jours et qui est en fait pendant 6 jours un travail sur soi au travers des animaux. Ensuite, je me suis dit, il va falloir transmettre
le compte-rendu de la communication à un animal, non, pardon, pas à un animal, le compte-rendu de la communication avec l'animal à son humain ou à ses humains, de telle manière à ce que ce soit entendu par l'être humain et mis en place derrière. Alors là, je me suis dit, comment on fait? Et toujours pareil, en observant, puisque c'est le seul moyen, je me suis dit, bah, je vais créer un stage qui s'appelle Gestion de la relation à l'autre. Et pendant 6 jours, on fait des jeux de rôle entre êtres humains et avec des animaux qui viennent avec des humains pour savoir bah, comment transmettre toutes ces informations. Parce qu'il est primordial, oui, on peut employer ce mot, que l'être humain écoute non seulement ce que dit son animal, mais mette en place derrière ce qu'il demande. Pourquoi? Bah parce que l'animal, une fois qu'il se sera exprimé, il a besoin d'être pris en compte. Et s'il n'est pas pris en compte, bah, il va développer un comportement inadapté, puisqu'il va se dire, bah, il se fout de moi, là, il m'écoute et en fait, il ne met rien en place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, cette deuxième partie dure à nouveau 6 jours. Et parallèlement à ça, je me suis rendu compte que quand les animaux ont des douleurs, on fait également beaucoup d'accompagnement d'animaux en fin de vie, qu'il y a aussi des animaux qui ont des besoins énergétiques, de remise en condition, mais également pour bouger des structures au niveau physique, etc. Et pour ça, donc, j'ai créé un stage qui s'appelle, je ne sais plus, Soulager les douleurs des animaux, et avec nos mains. Et donc, pendant 4 jours, à travers, toujours pareil, hein, beaucoup de pratiques, je ne fais que réveiller ce que tous les êtres humains ont dans les mains, c'est-à-dire du magnétisme. Et pendant 4 jours, bah, vous réveillez ce que vous avez certainement peut-être déjà réveillé, hein, et bah, vous apprenez à le faire sur les animaux pour voir quelles sont les particularités des animaux, comment les accompagner, soulager les douleurs, etc. Que ce soit en communication animale ou en magnétisme, j'entends souvent dire qu'il y a des personnes qui ont des dons. Je pense que personne n'a de dons particuliers. On a tous les mêmes possibilités et qu'ensuite, c'est juste une question de pratique. Plus on pratique et plus on développe tout ce que l'on a naturellement à l'intérieur de soi, donc la télépathie ou le magnétisme dans les mains. Après, des personnes le font de différentes manières. Moi, ce que j'aime, c'est la simplicité. Plus c'est simple et plus je me rends compte que l'être humain, on a cette fonction de tout compliquer. Plus c'est simple et plus les êtres humains se connectent et font les choses avec un naturel déconcertant. Et pourquoi un naturel déconcertant? Parce que c'est tellement naturel qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher le pourquoi du comment. On expérimente, on fait à travers des exercices et là, on a des sourires réjouis parce qu'il y a tout qui fonctionne et tout est fluide. En passant en fait par l'expérimentation, forcément, la théorie sert à comprendre, mais c'est pas par elle qu'on va être heureux. C'est par l'expérimentation qui nous apporte un bonheur sans nom, parce que quand on communique pour la première fois avec un animal ou qu'on voit qu'on l'a soulagé de douleur, ben, on est juste super content, quoi. Juste super content. Et quand on travaille au quotidien avec les animaux, il y a cette notion du plaisir qui est présente ben, sans arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à régler. Ça veut dire que en prenant du plaisir à tout ce que l'on fait, les animaux le sentent et que même s'il y a des choses à régler, ben, ça va être avec beaucoup de légèreté. Quand les animaux nous parlent, ils vont pas nous dire ouais, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, blablabla, blablabla. Ça marche pas comme ça. Ils vont nous être toujours dans du positif et ils vont toujours nous donner des solutions. Et ça, c'est super intéressant. Imaginez que quand vous avez quelque chose que vous observez qui vous convient plus, bah, l'animal, lui, il va vous dire bah, voilà ce que je te propose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de ce que nous dit l'être humain, pour lequel on vient faire une séance avec son animal, sa vision de la situation et ce que nous dit ensuite l'animal, ben, on ne parle plus du tout de la même chose dans 80% des cas. Parce que l'être humain va se baser sur ce qu'il voit avec ses yeux et sur comment le, euh, comment le, ah, je cherche le mot, il va transformer en fait, il va y mettre des mots, mais qui seront pas, je cherche un mot, vous voulez pas m'aider? C'est pas traduire, c'est l'autre.
Bon, ça ne me vient pas. Interpréter. L'être humain va interpréter ce qu'il voit, ce que nous, on ne fait pas en communication animale, on traduit ce qu'il nous dit. Et c'est complètement différent, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, je vais vous expliquer comment on fait. Mais là, d'ores et déjà, est-ce que vous avez des questions? Non? Je ne vois pas de questions qui arrivent même par écrit. Tu m'entends, Sylvana? Oui, oui, j'entends. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Ok, d'accord, alors je continue. Alors, comment on fait concrètement pour communiquer par télépathie avec les animaux? Vous allez voir, c'est super simple. Tous les êtres humains ont ils émettent des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales s'émettent en Hertz. Quand on est comme ça en état d'éveil, on émet des ondes cérébrales qui ont été nommées par les scientifiques comme des ondes bêta. Quand on est dans un mode de relaxation légère, l'être humain va émettre des ondes alpha. Quand on est en relaxation profonde ou quand on dort profondément, on va passer à des ondes θ et delta. Les animaux, quant à eux, ils émettent toujours des ondes alpha. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va se mettre, on va mettre notre curseur de la radio sur les ondes alpha. Donc l'être humain va se mettre en relaxation légère. Une fois qu'il est en relaxation légère, c'est son cerveau droit qui va prendre la dimension présente. Et avec son cerveau droit, il va pouvoir recevoir toutes les informations avec de la visualisation. Donc la personne a les yeux fermés en mode alpha. Donc, il va recevoir des images, va recevoir des sons, des odeurs, des sensations physiques et ça peut être également du goût. Et l'autre information peut arriver par des ressentis ou par des informations qui arrivent qu'on ne sait pas d'où elles viennent puisque c'est de l'intuition. Une fois que l'être humain a récolté toutes ces informations, il sort du mode alpha, il revient en mode bêta. Et là, c'est son cerveau gauche, donc le cerveau rationnel, qui va reprendre sa place et qui va lui permettre de traduire avec des mots sur un compte-rendu de communication animale toutes les informations qu'il a reçues. Donc, par exemple, si l'être humain a vu une image d'un chat dans l'eau et qui lui a rebondi sur la question ensuite, il va pouvoir écrire sur le compte-rendu « ce chat aime se baigner ». Il peut recevoir également une autre information d'un chat qui va vous faire la grimace parce qu'il n'aime pas ses croquettes, par exemple. Vous allez pouvoir recevoir, ça c'est la patte avant gauche pour l'animal, vous allez avoir une douleur ici au niveau du coude, vous saurez que l'animal a une douleur ici à la patte avant gauche. À partir du moment où la douleur est furtive, ça vient de l'animal. Si la douleur dure, ça vient de l'être humain. Si vous avez mal à la jambe depuis 2 heures, c'est votre douleur. Une fois qu'on a fait ça, l'être humain, il écrit et il traduit tout ce qu'il a reçu auparavant. C'est tout. Voilà ce qu'est la communication animale. Donc ça veut dire qu'on communique avec l'intérieur. Donc je tiens à préciser qu'on ne fait pas de médiumité, on est vraiment dans la télépathie. Il y a un émetteur, un récepteur. Un coup l'émetteur, c'est l'être humain, un coup c'est l'animal. Et la même chose pour le récepteur, un coup l'animal, un coup l'être humain. Et ça marche parfaitement comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous vous adressez à vos animaux tous les jours, ils ne comprennent rien de ce que vous dites. Par contre, vous ne recevez pas les informations. Alors, évidemment qu'au quotidien, avant de faire de la télépathie, vous pensez, vous, comprendre pas mal de choses. Alors, vous pouvez comprendre, oui, effectivement, mais pas du tout ce que dit, enfin, vous pouvez comprendre une partie, mais pas en profondeur ce que vous dit l'animal. Et c'est pareil quand vous vous adressez à lui, si vous vous adressez à lui en conscience, par exemple, vous vous mettez par terre avec l'animal et vous communiquez avec lui en le regardant dans les yeux, parce que les animaux aiment qu'on leur parle les yeux dans les yeux, contrairement à des idées reçues, là, l'animal va comprendre tout ce que vous lui dites. Il capte toutes nos émotions, il capte toutes nos pensées.
Et ce qui se passe, c'est que nous, les êtres humains, on est capable en quelques secondes d'émettre énormément de pensées et qui, de plus, elles sont contradictoires. Ce qui fait que l'animal, lui, il capte toutes ses pensées, mais il ne comprend pas forcément le sens, puisque tout est contradictoire. Et il se dit, mais, alors par exemple, mon être humain a l'intention de déménager, il ne sait pas où il va aller, il se demande s'il prend un studio ou un 2 pièces, et puis finalement, il va peut-être rester où il est parce que la personne ne va pas obligatoirement lui augmenter le loyer, et puis finalement, mon être humain pense que ça suffit et que je n'ai pas besoin d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces. Et ça, on est capable de le faire en une fraction de seconde. Et l'animal, il dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on décide quoi? Et là, l'être humain, il va dire, bah, je décide ça. Ah bah oui, mais le lendemain, il a déjà changé d'avis. Alors, par télépathie, on va pouvoir lui annoncer qu'on déménage à telle période et que ça va se passer comme ça. Et on va même pouvoir lui envoyer les images du futur lieu où il va habiter. Ça, c'est par exemple quand on veut passer un message à l'animal. Si on veut lui poser une question, on va le faire exactement de la même manière. La seule chose, c'est qu'on va éviter de poser des questions à l'animal si on n'a pas besoin de sa réponse. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de déménager, vous n'allez pas demander à votre animal s'il est d'accord. Vous allez lui annoncer. C'est pareil pour tout. On a tendance à vouloir poser des questions à l'animal. Est-ce que tu veux un nouveau compagnon à la maison? L'animal dit non. Et puis, 3 jours après, l'humain revient avec un chat. Alors que et nous appelle en disant il faudrait faire des communications parce que mon chat n'accepte pas le nouveau chat. Ben oui, mais forcément, vous n'avez pas écouté ce qu'il disait. Oui, tout ça, c'est vraiment très important qu'on soit, nous les êtres humains, hyper clairs dans ce qu'on émet comme information pour que l'animal s'y retrouve. Toujours pas de questions? J'ai l'impression de faire un monologue en fait, parce que je suis toute seule avec moi, je me vois sur l'écran. Et Oui, c'est vrai que tu as l'habitude d'avoir des personnes c'est en ça. chair et en os en face de toi et ça peut être déstabilisant. Oui, oui, On après est c'est bien amusant, là, mais on t'écoute. J'ai même fait un direct sur Facebook pendant que tu parlais d'accord, d'accord. qui Il y a quelqu'un va qui vient d'arriver tourner. apparemment. D'accord, Comment? super. Il y a quelqu'un qui Voilà. vient d'arriver apparemment. Je viens juste d'arriver. Bonjour. Bonsoir plutôt. Je m'appelle Yvette. Bonsoir Yvette. C'est sympa de mettre son prénom. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut même donner la parole, hein. Voilà. Demander la parole. Alors, la question, c'est qu'appelez-vous relaxation légère? Alors, la relaxation légère, c'est quand on fait de la sophrologie ou de la méditation. L'être humain, pour se relaxer, il y a une seule et unique solution, c'est la respiration. Et la respiration, ce sont des respirations abdominales. Si on respire par le haut ici, ce que l'on fait en général, on ne va pas se relaxer de la même manière. Par contre, en respirant en conscience avec le ventre, vous pouvez essayer de le faire. Vous faites des grandes respirations profondes. Donc, vous gonflez le ventre à l'inspire. Vous bloquez la respiration, par exemple, en comptant jusqu'à 3 ou 4 ou 5. Et ensuite, vous expirez en rentrant le ventre. Et en faisant ça 3 fois, déjà, vous allez vous sentir plus relaxé. C'est ça la relaxation légère. Et la relaxation légère permet d'être dans un autre état de conscience, ce qui fait qu'on n'agit plus dans la précipitation, etc. C'est aussi une phase de silence qui permet l'introspection et qui permet la communication animale qui s'opère évidemment dans le silence, sauf quand on fait le compte rendu, bien évidemment. Oui, ça c'est le site internet. Est-ce possible que tu réexpliques à son humain et vice-versa? Oui. Alors, est-ce possible que tu réexpliques ce que tu montrais de la douleur animale transmise à son humain et vice-versa? Oui. Alors, je disais tout à l'heure qu'on va ressentir si l'animal a une douleur dans notre corps. Donc là, par exemple, on a les 2 pattes avant. Ici, on a la patte avant gauche. Si on a une douleur au coude et qu'elle est furtive, c'est la douleur de l'animal.
Alors, la question, c'est avez-vous déjà des animaux qui refusaient de communiquer? Ça peut arriver, c'est très, très rare. Parce que les animaux, dans la majorité des cas, sont très, très heureux de trouver enfin un interlocuteur qui comprend ce qu'ils disent. Si ça arrive, on a une technique essentielle qui est la patience. Quand on travaille avec les animaux, la patience, c'est un outil qui est primordial. Et le deuxième outil que l'on a, c'est de créer du lien avec eux en, par exemple, en leur parlant de leur qualité, de qui ils sont, etc. Et là, on crée du lien. Alors, quand je dis qu'on crée du lien, c'est pas du tout de la manipulation. C'est vraiment créer du lien et créer quelque chose comme une mise en confiance ensemble. Et une fois que ce lien est créé, l'animal arrive et va forcément accepter de communiquer et d'échanger. Ça m'est arrivé une fois d'attendre 45 minutes qu'un cheval qui avait eu une histoire un peu difficile avec des êtres humains avant d'être là où il était. Et au bout de 45 minutes, sous 40 degrés, il faisait très chaud ce jour-là, c'était en plein été, dehors dans un paddock. Le cheval s'était éloigné, il voulait vraiment pas du tout de contact ni physique ni par télépathie. Et au bout de 40 minutes, j'avais les yeux fermés et j'ai senti son souffle sur moi. Et j'ai ouvert les yeux et là, il était là devant moi. Il a dit « Ok, on peut y aller ». Et là, on a pu démarrer la communication par télépathie. Les animaux ne vont pas refuser de communiquer par caprice, par décision. Il y a toujours quelque chose de profond dans toutes leurs actions, tout le temps. Mon amie Luna, 4 ans, chat écaille de tortue, crache sur sa fille, 2 ans, qui ne peut plus l'approcher. Même moi, elle me siffle dessus. Nous avons vécu sur un voilier pendant plusieurs années au mouillage ou en navigation et nous étions aux Antilles. Ok. Alors, avec toutes ces informations-là, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est de demander à l'animal son avis sur la situation. En fait, quelle que soit la situation que l'on vit et quel que soit le comportement de l'animal, c'est toujours à lui qu'on demande pourquoi tu as tel comportement, pourquoi tu fais telle ou telle chose. Il n'y a aucune généralité parce qu'il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. Quand je dis qu'il n'y a pas deux situations qui se ressemblent, ça veut dire aussi que tous les animaux d'une même race n'ont pas les mêmes comportements. On ne peut pas dire que tous les border collies ont tel comportement, ce que j'entends souvent. Les border collies vont avoir leur propre personnalité en fonction de qui ils sont personnellement. Et quand on a eu la chance de voir des naissances d'animaux et qu'on voit par exemple une portée par exemple de 5 chatons ou de 5 chiots, on s'aperçoit que déjà tout petit, ils ont déjà des comportements différents et des personnalités différentes. Donc ça, c'est au début. Et c'est aussi pour ça que quand on dit que le sevrage au bout de 2 mois ou 2 mois et demi est suffisant, il ne l'est pas toujours. Ça dépend des animaux. Il y a des animaux qui vont avoir besoin de plus de temps et d'autres de moins de temps. C'est à eux qu'on demande. Et quand vous récupérez un animal, où que ce soit, assurez-vous que le sevrage est vraiment terminé. Sinon, derrière, il peut y avoir des comportements inadaptés et des manques. J'ai répondu, je vois, il y a marqué Suardi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense que c'est un pseudo. C'est vous? Je ne vois pas. Ah, c'est Yvette, ok. Ok, Yvette. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, super. Yvette a répondu oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, allez-y. Alors, Nathalie me demande, est-il aussi facile d'entrer en communication avec un animal vivant qu'un animal décédé? Oui, c'est aussi facile, mais ce n'est pas la même chose. Pendant le stage d'initiation, vous communiquez avec les animaux des autres stagiaires et uniquement les animaux vivants. Un animal décédé, on ne va pas lui poser de questions, on va juste écouter ce qu'il a à dire spontanément.
Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, avec un animal, on va faire une première partie en écoutant ce qu'il a à dire et la deuxième partie où on va lui poser des questions. Pour moi, un animal décédé, on va juste écouter ce qu'il a à dire pour ne pas aller trop loin dans ce qu'il nous offre déjà, c'est-à-dire de nous donner des informations. Dans tous les cas, on va attendre 6 semaines après le décès. Ce temps est essentiel pour que son âme ait le temps de, alors des personnes vont dire de monter, de se déplacer, en tout cas pour que son âme soit à nouveau en place pour pouvoir s'exprimer. Quand vous communiquez pendant le stage avec les animaux des autres stagiaires, j'y pense parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous allez être à 3 ou 4 sur le même animal. Ça veut dire que quand on va faire les comptes rendus de communication, chacun ou chacune à votre tour, ben, vous allez vous rendre compte que les autres stagiaires ont les mêmes informations que vous, même s'ils le disent avec des mots différents. Et là, vous allez prendre conscience que ben, vous avez vraiment communiqué avec un animal et le doute petit à petit s'estompe. Toutes les personnes qui arrivent en stage le samedi matin doutent. C'est un état naturel de l'être humain. Le doute fait partie de l'être humain. Donc, tout le monde doute et puis petit à petit, ben, ça s'effiloche. On prend confiance en soi ben, parce qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment cette communication qui se remet en place, qui est de plus en plus naturelle, plus on en fait. Y a-t-il une protection particulière à mettre en place lors d'une com avec un animal décédé? La même. C'est la même protection. Il n'y en a pas plus ni moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ben je continue. Ah, donc il y a une protection à mettre en place pour communiquer. Oui, il y a toujours des protections. En fait, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de se protéger énergétiquement, comme on le fait pour. Moi, je conseille de mettre des protections en permanence, quoi que l'on fasse ou que l'on aille. C'est des protections énergétiques et ça suffit largement. Euh, en fait, la personne me dit quel genre de protection. En fait, dans le protocole de communication animale, je propose qu'on se mette dans une bulle et de faire venir l'animal dans cette bulle. C'est tout, ça suffit. Et ensuite, y a plein de choses, si vous voulez. Je ne peux pas vous raconter lors d'une conférence tout ce que l'on fait dans le protocole parce que ce serait beaucoup trop long. Et en plus, comme je le disais au début de la conférence, le but, c'est vraiment d'expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter avant de se mettre dans cette fameuse bulle dans laquelle va venir l'animal pour communiquer avec nous. Et après, il y a également des nettoyages énergétiques à faire parce qu'on ne peut pas communiquer avec plusieurs animaux en même temps, sinon chacun va donner son avis sur plein de trucs. Et c'est pareil, ça demande de suivre un protocole particulier. Ce protocole, vous le recevez par mail ensuite, dès le lendemain ou le surlendemain du stage, vous recevez ce protocole par mail. C'est un protocole audio qui vous accompagne pour vous mettre en relaxation légère, tel qu'on le disait tout à l'heure, donc en mode alpha, et qui vous accompagne pendant toute la communication avec l'animal. Jusqu'au jour où, à force de pratiquer, vous n'avez plus besoin de ce protocole. Et au bout d'un certain temps, vous voyez un animal arriver et vous communiquez avec lui spontanément. Alors, quand je dis spontanément, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Tout au début où je faisais la communication animale et surtout l'enseignement, je me suis aperçue qu'il pouvait y avoir des dérives. Et les dérives, c'est quoi? Les dérives, c'est de communiquer avec un animal comme ça, qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas. Alors, pourquoi c'est une dérive? Parce que si l'être humain n'est pas au courant qu'on communique avec son animal, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir mettre en place ce que demande l'animal. Et donc, par définition, l'animal va se dire, mais tu me dis des trucs et derrière, c'est pas mis en place. Donc, il peut apparaître un comportement inadapté ou un comportement inadapté qui va être de pire en pire. La deuxième raison, c'est que l'animal va être intrusif dans la vie de l'être humain et nous raconter des choses qui ne nous regardent pas. Donc, on va systématiquement demander l'accord de l'être humain, l'accord de l'animal évidemment, mais que l'être humain soit présent au moins au téléphone pour qu'on communique avec son animal en temps réel.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Quand on emmène un animal aussi chez un vétérinaire, il a plusieurs manières de vivre l'événement. Il a, et en fait, il va le vivre en fonction de ce qu'on va lui dire et de ce qu'on émet. Si on émet des craintes, si on émet des sentiments négatifs et qu'on le met dans un sac, pour un chat par exemple, à toute vitesse, et qu'on l'emmène, on le met dans la voiture et on y va, on part, l'animal va forcément le vivre d'une manière violente. En plus, il arrive chez le vétérinaire. La plupart des vétérinaires vont s'en occuper avec douceur, mais il n'empêche que la table sur laquelle on les met, cette table, elle est froide, elle n'est pas accueillante. L'environnement n'est pas toujours accueillant, c'est pas douillet, c'est pas tout ça. Donc, si on lui explique pas qu'en plus on va le triturer, qu'on va lui appuyer sur des endroits où ça fait mal, qu'on va peut-être lui faire une piqûre, qu'on va peut-être lui donner des médicaments qui sont avec des goûts abjects, etc., ben, l'animal, forcément, il va mal le vivre parce qu'on lui a rien expliqué. Ce que je vous propose à tous, là, vous êtes présents, c'est de vous faire vivre là pendant quelques secondes ce que vivent nos animaux. Donc, je vous propose de fermer les yeux et je vais vous raconter deux, trois histoires pour que vous vous mettiez vraiment dans la peau des animaux et de ce qu'ils vivent. Alors, je vois que deux personnes là. Voilà, je vois que vous avez les yeux fermés. C'est bon, je peux raconter les histoires. Vous êtes une magnifique jument. Vous vivez dans un pré avec d'autres chevaux. Vous avez une très longue histoire émaillée d'épisodes plus ou moins pénibles. Un jour, vous êtes tranquille dans votre pré et vous entendez un van qui s'approche. Deux hommes en descendent et vous, en tant que jument dans votre tête, vous vous dites bah évidemment, c'est pas pour moi. Et là, vous sentez les deux hommes qui s'approchent, qui vous passent un licol, qui vous emmènent vers le van. Vous tentez de ne pas monter dedans et pourtant, on vous y pousse. On vous y pousse tellement fort que vous n'avez plus le choix que d'y monter. Et une fois à l'intérieur, la porte se ferme et vous voilà parti sur les routes. Avec des questions, du désespoir. Mais où est mon humaine? Où est-ce qu'on m'emmène? Est-ce qu'on m'emmène travailler à nouveau très dur comme autrefois? Est-ce qu'on va me tuer pour me manger? Vous n'avez aucune information. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Et personne ne pense à vous expliquer quoi que ce soit. Une autre histoire. Vous êtes un magnifique petit cocker. Vous jouez avec une balle toute neuve. Vous venez juste de la recevoir en cadeau. Et à un moment, à la fin du repas, vous vous présentez à vos humains comme d'habitude pour réclamer une petite douceur, une friandise. Et là, vos humains ne vous donnent rien. Alors, bien sûr, vous commencez à insister de plus en plus. Vous n'obtenez rien, aucun succès. Alors, décontenancé, vous allez vous installer dans votre panier en vous demandant pourquoi vous êtes puni et ce que vous avez bien pu faire pour être privé de ce que vous aimez particulièrement. Vos humains, eux, ils savent qu'à la suite d'une prise de sang que vous avez subie, votre taux de sucre a été détecté comme trop élevé et qu'ils ne doivent plus vous donner trop de sucreries. De plus, vous devez maigrir un peu. Mais vous ignorez tout cela. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe et personne ne pense à vous expliquer quoi que ce soit. Vous êtes un magnifique chien croisé qui s'appelle Libellule. Un beau jour, vos humains se préparent. Vous les voyez se préparer et vous vous dites ça y est, on part, en balade, en vacances, peu importe. Et puis, ils vous donnent une caresse, un gros bisou et ils s'en vont. Ils franchissent le seuil de la porte et ils disparaissent.
Vous vous retrouvez tout seul. Premier moment de surprise. Ok. Vous êtes déçu de ne pas partir avec eux. Pourquoi ne vous ont-ils pas pris avec eux comme d'habitude? Et s'ils ne revenaient pas? Vos humains savent qu'ils ne sont absents que pour le week-end, qu'ils rentreront dans 2 jours et qu'une personne de confiance que vous connaissez va venir vous voir et vérifier que tout va bien. Mais vous l'ignorez complètement. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe et personne ne pense à vous expliquer quoi que ce soit. Et maintenant, vous êtes un vieux labrador de 16 ans. Vous êtes malade et vous savez au fond de vous que la mort sera bientôt là. Mais vous souhaitez partir en paix et de façon naturelle. Vos humains, eux, en souffrent. Ils vous voient petit à petit perdre votre consistance physique, manger de moins en moins. Au niveau visuel, vous avez beaucoup maigri. Vos humains se posent des questions. Est-ce que je l'emmène chez le vétérinaire? Est-ce que je trouve de nouvelles solutions pour l'accompagner le plus longtemps possible? Etc., etc. Et vous voudriez leur dire ce que vous souhaitez, que vous les aimez. Mais personne ne pense à vous demander votre avis. Et vous, bien sûr, vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous écoute pas et personne ne pense à vous expliquer quoi que ce soit. Allez, j'arrête là les histoires. Le but de toutes ces histoires, c'est vraiment de faire prendre conscience que les animaux ont des besoins qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain et qui sont conscients de tout, mais que malheureusement les attitudes que l'on a vis-à-vis d'eux ne prennent pas en compte cet état de conscience et du coup on fait les choses très rapidement, beaucoup trop rapidement pour eux. On fait des choses en réfléchissant à leur place sans leur demander leur avis. Et vraiment, je pense que si la communication animale apporte vraiment quelque chose, c'est de les écouter attentivement dans leurs messages et dans leurs besoins propres pour eux et pour nous. Je vous donne un exemple avant de répondre à la question. Si on élève la voix brutalement vis-à-vis d'un animal pour lui faire comprendre quelque chose, l'animal ne va pas comprendre ce qu'on lui dit, mais il va comprendre uniquement qu'on élève la voix et il va penser qu'il a fait quelque chose de mal. Et dans ces cas-là, il se sent, lui, jugé dans qui il est, et forcément, il ne va pas comprendre qu'il doit changer quelque chose dans son comportement. Il va juste comprendre qu'il se fait engueuler, c'est tout. Et plus on élève la voix, et moins on peut apporter de l'éducation à l'animal. Et alors parfois, on me dit, mais moi, j'ai dressé mon animal et il m'obéit. Oui, c'est vrai, mais par peur, et non pas parce qu'il a compris ce qu'on demande de lui. Et la peur n'a jamais fait que éduquer un animal. C'est, oui, je viens de le dire, hein, c'est uniquement par peur. Si on se moque de lui, l'animal va le comprendre aussi. Si on dit n'importe quoi sur lui en sa présence, il va le comprendre, que ce soit des moqueries ou autre chose. On se doit en tant qu'être humain non seulement de veiller à son côté physique, à son bien-être en général, mais également à son bien-être psychologique. Parce que tout ce qu'il peut développer au niveau psychologique, c'est important pour nous et pour lui, y compris par rapport aux maladies dont il va nous préserver en fait. La question, est-ce que les animaux ont conscience... Attendez, hop. Est-ce que les animaux ont conscience de la survivance? Qu'est-ce que ça veut dire survivance? Gérald, je veux bien une explication sur le mot survivance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc j'attends la réponse de Gérald et entre-temps, est-ce que l'on a des résultats rapidement? Oui, après une communication avec l'animal, si on nous a interpellé pour un problème de comportement inadapté, l'être humain met en place ce que lui suggère l'animal et ce qu'il lui demande de mettre en place et le comportement inadapté disparaît. On n'a pas besoin de 50 séances. J'ai observé effectivement que selon mon intonation, mon chat reste dans une proximité ou alors file hors de ma vue, à toute allure pour se cacher ou se sauver dehors. Et oui, c'est ça.
Est-ce que les animaux sont capables de nous dire lorsque le moment est venu pour eux de partir? Je pense à l'euthanasie où c'est toujours très compliqué pour l'humain de savoir si c'est le bon moment. Donc oui, l'animal va nous dire à quel moment il souhaite partir. Et alors, je vous donne un exemple. Si on a un animal aujourd'hui qui présente à l'extérieur des symptômes physiques qui font croire que c'est le moment pour lui de partir, euh, l'animal peut très bien nous dire, ben non, je ne veux pas partir maintenant parce que j'ai pas fini ma mission, parce que j'ai un message pour tel membre de la famille, présent ou pas présent dans la famille au moment donné. Donc à ce moment-là, on se met en relation tous les jours avec l'animal et on lui demande où il en est et ce qu'il souhaite. Et tous les jours, on fait une nouvelle communication avec lui jusqu'au jour où il va nous dire, ben pour moi, c'est le moment de partir maintenant s'il n'est pas parti naturellement. C'est vrai qu'il y a de nombreux cas où, une fois qu'ils se sont exprimés, ils peuvent partir naturellement. Et s'ils n'y arrivent pas, ils demandent de l'aide à l'être humain et ils nous demandent de l'accompagner chez le vétérinaire. Quel genre de questions poser? On peut poser toutes les questions possibles et imaginables dès lors qu'elles appartiennent au monde de l'animal, évidemment, et qu'elles sont claires, nettes et précises. Les questions essentielles, ça va être quelle est ta mission, mais également comment tu te sens physiquement, comment tu te sens psychologiquement et de quoi as-tu besoin. Je pense que quand on a posé ces 4 questions essentielles, on a déjà bien avancé dans la communication avec l'animal, mais également avec qui que ce soit dans la vie en général. Alors la question survivance, alors, du coup, j'ai plus le début de la question. Est-ce que les animaux ont conscience de la survivance? Donc après leur mort. Alors, est-ce qu'ils ont conscience de quoi après la mort? C'est quoi la question, Gérald? Je suis désolée. Allez, encore une petite précision. Ou après la mort de l'être humain? Après la mort. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont après la mort? Donc la réponse est oui. Quand on communique avec un animal décédé, il va nous parler de quand il était vivant. Donc il a parfaitement conscience de où il est après la mort. Comment déchiffrer la réponse de l'animal? Alors, ça, c'est l'expérience, en fait. C'est ce que vous apprenez pendant le stage d'initiation. Et c'est un apprentissage pour mettre effectivement les bons mots derrière les informations que l'on reçoit. Ok, c'est bon pour Gérald, il dit ok, merci. D'accord. En fait, tous les êtres humains ont vraiment besoin de venir en stage expérimenter tout ça. Alors, ce n'est pas des stages qui durent des dizaines d'années, hein. Vous venez un week-end et si possible pendant les 3 jours, puisque la 3e journée, il y a des animaux qui sont présents et vous expérimentez tout ça. C'est vrai que c'est difficile en lisant des livres de communication animale, parce que j'ai plein de personnes qui viennent en stage et qui me disent j'ai lu des livres sur la communication animale, j'ai bien fait tous les exercices qui sont écrits et pourtant j'y arrive pas. Oui, c'est normal parce que l'être humain a besoin d'être accompagné et a besoin de plein d'autres exercices avant de faire des exercices directement pour communiquer avec l'animal. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. L'être humain a été tellement conditionné qu'il a besoin de se reconnecter avant. Et pour se reconnecter, ça passe par un certain nombre d'autres exercices, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-on soigner un animal comme cela avec des questions? En fait, c'est pas en posant uniquement des questions, c'est en écoutant ce qu'il a à dire. Donc, je répète, quand on communique avec l'animal, on va d'abord écouter ce qu'il a à dire spontanément. Et c'est la première phase qui est la plus importante, parce qu'il va pouvoir exprimer tout ce qu'il a à dire depuis aussi longtemps et enfin être compris. Et après, on lui pose des questions. Donc, on ne va pas soigner l'animal, parce que le mot soigner sous-entend une démarche
médical. Nous, on ne fait pas du médical, on travaille avec des vétérinaires qui posent un diagnostic et nous, on apporte les informations en ayant l'avis de l'animal. Donc, on va le soulager de ce qu'il a à dire, mais c'est comme nous, les êtres humains. Quand on exprime tout ce qu'on a à dire et qu'on arrête de se taire et qu'on parle de nos ressentis, on a beaucoup moins de symptômes physiques, n'est-ce pas? Donc, c'est pas, pas le soigner en le questionnant. On travaille en… Pour moi, la communication animale, ça arrive avant tout le reste, mais en complément du diagnostic vétérinaire s'il y a une maladie, bien évidemment. Et en complément de tout le reste, je vous donne un exemple. Quand on est comportementaliste animal, par exemple, on est spécialiste du comportement inadapté des animaux. Donc, ça veut dire qu'on apprend plein de techniques pour que l'animal arrête, par exemple, de faire pipi au milieu du salon. Mais une fois qu'on a mis en place toutes ces techniques, qui sont des techniques physiques, ben comment on fait s'il continue? Et c'est là où interviennent, dans certains cas, la mise en place d'anxiolytiques. L'anxiolytique ne va rien résoudre au niveau du comportement, va juste créer un désordre mental supplémentaire et va dans un premier temps faire que l'animal va se sentir un peu mieux, mais très rapidement, les symptômes vont revenir. Et le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est d'écouter pourquoi tu fais pipi au milieu du salon. Et là, en ayant la réponse, on peut mettre en place ce que l'animal nous demande et résoudre le problème de comportement. Ça vous paraît très simple ce que je vous raconte, mais c'est vraiment très simple. C'est très, très fluide. Ce que nous demandent les animaux, c'est simple. Je n'ai pas d'autres mots. C'est très, très simple. Je vous fais sourire. Ça peut être quoi la raison qu'il fasse pipi comme ça? Ça peut être interpeller l'être humain sur un comportement qu'il a. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai eu récemment? Un animal qui fait pipi pour dire… oui, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps. Par exemple, une personne qui passait beaucoup de temps à faire du ménage, qui était extrêmement maniaque dans sa maison et qui y passait un temps fou, et l'animal voulait l'interpeller en lui disant: mais attends, il y a des choses plus importantes à faire dans la vie que de faire le ménage toute la journée, par exemple. D'accord. Après, il y a autant d'explications que d'animaux. Donc, ça veut dire que des réponses, j'en ai des centaines, en fait. Un animal, je repense à une ponette qui avait fait croire qu'elle était paralysée, qu'elle ne pouvait plus marcher. Elle envoyait cette information pour interpeller son humaine qui était psychorigide dans sa façon de fonctionner dans la vie en général. Et elle voulait l'interpeller par rapport à ça, donc elle a fait croire qu'elle était paralysée. D'accord. En fait, tous les symptômes ont une explication qui appartient au monde de l'animal dans lequel il vit et avec ses êtres humains. Ouais. Mais ça peut être également en rapport… Ils ont accès à notre inconscient. Donc, ça veut dire qu'un animal qui va arriver à l'âge de 3 mois, par exemple, donc tout bébé, il arrive chez des êtres humains, il sait déjà toute la vie de l'être humain depuis qu'il est né. Donc, il va pouvoir dire moi, je suis là, voilà ce que j'ai vécu depuis tout petit, et toi, je sais qu'on a une histoire commune, et il va raconter l'histoire de l'être humain en disant voilà, moi, ce que je te suggère aujourd'hui, c'est de régler ça, ça et ça. Alors, on prend une dernière petite question, si tu veux. Oui, avec plaisir. Alors, il y en a une là. Alors, je ne sais pas si tu l'as vue, peut-être. Peut-on soigner un animal? Là, je l'ai déjà… tu l'as déjà vue, celle-là. Est-ce qu'il y a une nouvelle question qu'on peut prendre avant de nous quitter? Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 21h39. Donc, ça passe vite. Alors, la mienne, alors il y a une question qui a été posée qu'on n'a pas vue. Ah oui, comment peut-on se préparer à la communication animale? C'est ça?
Voilà. Alors, comment se préparer à la communication animale? Il y a deux, trois choses que vous pouvez faire. C'est vous mettre en mode alpha le plus souvent possible. C'est-à-dire pratiquer la méditation, pratiquer la sophrologie. Ensuite, vous pouvez également pratiquer la cohérence cardiaque, se mettre en état de cohérence cardiaque. Vous avez des exercices sur YouTube, vous mettez cohérence cardiaque exercice. Ça permet de réguler chez l'être humain le système sympathique et parasympathique, donc le système nerveux. Je vous la raconte très courte. Et une fois qu'on est dans un état non plus de chaos cardiaque comme ça, mais avec une amplitude cardiaque qui devient arrondie, on est plus à même de se mettre en mode alpha. On est beaucoup plus détendu et on est dans un mode de relaxation beaucoup plus facile. En dehors de ça, il y a tous les exercices qu'on fait pendant les stages qui vous permettent de vous reconnecter. Et là, je ne peux pas vous les exprimer ici. Par contre, vous pouvez venir faire un stage avec nous et repartir au bout de 2 jours en faisant de la communication animale. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, il y a une dame aussi qui dit que son chat venait lui lécher la paupière quand elle pleurait. C'est beau. Ouais. C'est très beau. En fait, vous connaissez, en fait, c'est magnifique. Les animaux, comme je disais tout à l'heure, hein, tout au début, ils sont là pour nous soulager, pour nous accompagner et pour nous révéler à qui on est vraiment. Et pour ça, quand ils lèchent les larmes, c'est pour nous soutenir. Ouais, soutenir, mais c'est encore plus profond que ça. C'est pour vous donner l'amour qui vous manque à ce moment-là. Donc c'est encore plus. En fait, ils peuvent devenir des béquilles en fait, mais des béquilles. Pas uniquement en nous soutenant, mais également en nous disant allez, en faisant ça, tu vas voir, ça va être super, etc. Et c'est ce qu'ils nous disent en communication par télépathie. Ils nous donnent vraiment des solutions pour notre vie. Et c'est des solutions concrètes. En fait, quand on communique avec eux, on est dans un truc magique et génial, mais on ne devient pas complètement allumé pour ça. Ça reste quelque chose de très concret à vivre au quotidien. Vous connaissez Leïla Del Monte, je vais faire un stage ce week-end. Votre travail est-il similaire à son travail? Alors oui, on communique toutes les deux avec les animaux. Alors, j'ai jamais fait de stage avec elle, donc je ne peux pas du tout vous dire ce qu'elle va vous enseigner. Je n'ai pas d'avis sur la question en fait, mais allez-y et passez un super week-end, c'est tout ce que je vous souhaite. Stage prévu avec vous en décembre pour mon conjoint et moi-même. Ah, Sabrina. D'accord, super. C'est qui Sabrina? Je la vois pas. Hein. Ok. Bon, on va avoir le bonheur de faire connaissance au mois de décembre. Où ont lieu ces ateliers? Alors, les ateliers ont lieu dans toute la France et même dans le monde entier, hein, puisque cette année, on a été à New York. Au mois de novembre, on va en Belgique. On va un petit peu partout, en fait. On va là où on nous demande d'aller, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne nous dise je voudrais organiser un stage avec vous en communication animale et la personne l'organise et nous ensuite on vient et on fait le stage. Ça se passe comme ça depuis 7 ans et c'est fluide en fait. On n'a pas besoin nous de dire on veut aller à tel endroit à tout prix, ça se fait naturellement. Alors, les stages. Alors, pour avoir les informations sur les stages, vous allez sur shaina-lebeau.com et là, vous avez une rubrique agenda des stages et vous avez tous les prochains stages prévus en 2018 et 2019. Vous allez voir qu'il y en a certains qui sont complets parce que je souhaite toujours connaître chaque stagiaire et être au plus proche de chacun. Du coup, on limite le nombre de participants. Et vous n'aurez jamais 30 ou 40 personnes dans un de mes stages. Vous aurez maximum, mais grand maximum, 20 personnes. Ce qui permet de faire des groupes et de faire des communications suffisamment approfondies pour répondre aux besoins de chacun. Et on communique avec tous les animaux des stagiaires. Enfin, pas. S'ils en ont 10, non. Hein. On prend un animal par stagiaire. Le stage, il dure 2 jours. Et ensuite, il y a une 3e journée de pratique avec des animaux.
que je recommande vivement parce que c'est la mise en pratique de ce que l'on fait pendant les 2 premiers jours. Le stage, il coûte 350 € les 2 jours et la 3e journée est à 75 €. Et sur les bulletins d'inscription, vous avez la possibilité de payer en autant de fois que vous le souhaitez. Il suffit de cocher. Tout est inscrit. Merci Shaina. J'espère qu'on se reverra en 2019 pour la 2e clé. Oui, avec grand plaisir, mais je ne sais pas qui est l'Olixu. Moi, je ne sais pas qui est. D'accord. Super. Oh, adorable. J'adore. Alors, la personne en question parle de la 2e clé. J'ai commencé à l'aborder tout à l'heure. Je ne suis pas allée plus loin. Si, j'en ai parlé, en fait, la 2e clé, je vous en ai parlé dans le cadre des personnes qui veulent aller plus loin ou se professionnaliser. C'est la fameuse clé qui s'appelle éveil de soi. La 3e clé, c'est la relation à l'autre. La clé soulager les animaux avec les mains, ça fait partie du stage d'initiation, mais c'est une 2e partie en 4 jours. Et ensuite, il y a toutes les journées de pratique en supervision où je suis toujours présente, évidemment. On trouve tout ça sur votre site. Oui, oui, oui. Et une fois sur le site, vous avez évidemment un formulaire de contact et vous avez également mon téléphone. Et c'est avec grand plaisir que je décroche le téléphone pour répondre à toutes vos questions. Si je ne peux pas répondre tout de suite, je vous rappelle. Et ensuite, sur le site, vous avez pas mal d'informations. Mais c'est vrai que le contact téléphonique ou physique, c'est quand même bien plus sympa que de communiquer uniquement par mail. J'aime bien, moi, il y a des personnes qui organisent des stages de communication animale par Skype et franchement, ça n'arrivera jamais. Parce que j'aime vous rencontrer, j'aime le contact et j'aime qu'on puisse échanger et qu'on puisse… il se passe des choses tellement importantes pour les êtres humains lors d'un stage de communication animale qu'on ne peut pas être à distance, c'est pas possible. Merci Shaina, bonne soirée. C'était une découverte, mais aussi une confirmation de ce qui se passe avec mes animaux. Super, je suis ravie. Et si vous avez d'autres questions, appelez-moi. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup, Sylvana, Shaina. je te remercie vraiment beaucoup. Vraiment pour tout ce que tu fais pour moi, mais également pour toutes les autres personnes qui passent en web conférence chez toi. Je trouve ça formidable. Ah, merci beaucoup, Shaina. Je t'adore. Moi aussi, tu le sais. Et puis, viens quand tu veux. Hein, on kiffe avec toi, parler des animaux, on adore ça. Donc, au plaisir de te revoir bientôt sur Terre d'amour. Voilà. Merci. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour, comme ça. À bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir.